Bonjour, je vais vous parler du chapitre 9.3 qui s'intitule Orbite circulaire et satellite et qui se trouve à la page 55 de votre polycopier ainsi que la 56 et qui se termine à la page 57. Alors, dans ce chapitre, donc c'est une application en quelque sorte de la force de gravitation à une échelle assez simple dans laquelle on va considérer des orbites circulaires, c'est-à-dire des satellites qui peuvent être soit des satellites naturels, soit des satellites artificiels, qui tournent autour d'un astre en adoptant donc une orbite circulaire, c'est-à-dire une trajectoire circulaire. Vous avez à la page suivante, à la page 55, ici, tout en haut, un schéma qui représente justement un satellite de masse petit m qui tourne autour, en l'occurrence ici, de la Terre. Donc, ça peut être par exemple un satellite de télécommunication ou ça peut être aussi la Lune. Alors, on considère, j'ai agrandi en fait le schéma dans ma présentation que je vous montre ici. On considère donc ici un objet de masse petit m qui tourne en orbite autour d'un astre, la Terre visiblement, qui a une masse grand M. Et donc, son orbite circulaire ici, que je vais dessiner en bleu, eh bien, c'est donc un cercle ici, comme ça, par ici, voilà, qui a un rayon petit r. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, si cet objet de masse petit m suit une trajectoire circulaire, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Et donc, en vertu de la deuxième loi de Newton, eh bien, on aura la somme des forces qui agissent sur cet objet est égale à la masse de l'objet fois son accélération. Mais son accélération, c'est ce qu'on appelle une accélération centripète. Accélération centripète, que je vais dessiner en bleu, elle aussi. Il s'agit donc d'un vecteur, comme on le sait, qui est dirigé vers le centre de la Terre. La force en question ici, ou l'ensemble des forces en question, eh bien, de quoi s'agit-il? Cette somme des forces ici, eh bien, c'est uniquement la force de gravitation. Force de gravitation. Voilà. C'est ce qu'on appelle Fg. Et donc, c'est une force dont le vecteur est collinéaire, comme on peut le voir, à l'accélération centripète et qui est donc dirigée vers le centre ici de l'astre, le centre de la Terre. Alors l'idée maintenant, c'est que ce satellite, qui a donc une certaine vitesse, qui tourne autour de l'astre à une certaine vitesse, cette vitesse elle est tangente en tout point de sa trajectoire, elle est tangente au cercle. Et on va dire que cette vitesse elle est égale à V0. V0, c'est la norme de cette vitesse. L'idée, c'est de déterminer quelle doit être la vitesse ici pour que le satellite puisse garder sa trajectoire circulaire de rayon petit r. Alors, avant d'aller plus loin dans les calculs, je précise quand même que la condition préalable à tout ça, c'est de considérer que la masse de l'objet, elle est non seulement plus petite, mais beaucoup plus petite que la masse de l'astre. Donc, elle est beaucoup plus petite dans nos calculs que ce m, en fait. En réalité, quand vous avez un système binaire de deux astres, de deux objets dans le ciel qui tournent, dont l'un tourne autour de l'autre, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils tournent autour du centre de masse du système. Et donc, plus la masse de l'astre est grande, plus la position du centre de masse va être proche du centre de l'astre, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on considère que la masse de l'astre, elle est beaucoup, beaucoup plus grande que la masse du satellite et que donc, finalement, on peut faire l'approximation tout à fait légitime que l'astre en question ne bouge pas et que c'est uniquement le satellite qui lui tourne autour. Sinon, il y a une espèce de rotation de l'un autour de l'autre et vice-versa, avec évidemment une plus grande manifestation de la rotation pour l'objet qui est le plus léger. Mais là, si vraiment l'objet il est très, très, très léger par rapport à la masse de l'astre, eh bien, on peut considérer que l'astre ne bouge pas et que c'est uniquement le satellite qui tourne autour de l'astre, en adoptant donc ici, selon notre hypothèse, une orbite circulaire.
Alors, si je prends ce qui est marqué dans le cours, nous sommes ici à la page 56, donc, de votre polycopier, il y a le schéma là en dessus que je viens de vous montrer. Et puis donc, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la force de gravitation, qui est égale à la masse de l'objet fois l'accélération centripète. Et donc, ça, c'est une équation vectorielle où vous avez donc les deux, la force et l'accélération, qui sont collinaires. Donc, on peut tout simplement dire que la force de gravitation, pardon, en vert, je voulais faire ça en vert, la force de gravitation, elle est égale à la masse, que je vais faire en bleu, fois l'accélération centripète. Ça, c'est bien connu, c'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Alors maintenant, la force de gravitation, on sait ce que c'est. C'est grand G fois la masse de l'astre fois la masse du satellite divisé par la distance qui les sépare au carré. Cette distance, c'est le rayon du cercle, c'est donc R au carré. On reconnaît ici ce qu'on a vu dans le chapitre précédent concernant le champ de gravitation, en fait. Alors, d'après l'égalité, ici, ça doit être égal tout ça à petit m, qui est la masse de l'astre, fois l'accélération centripète. Et l'accélération centripète, elle est connue. D'après le mouvement circulaire uniforme, eh bien, l'accélération centripète, elle est donnée par la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. Et ce rayon de la trajectoire, c'est petit r. Alors, cette vitesse, nous, ici, on a choisi de l'appeler V0. Donc, on va l'appeler V0 aussi. Et donc, du coup, ici, au lieu de mettre l'accélération centripète, je mets V0 au carré sur R. Ce que je viens d'écrire là, tout ça, c'est en fait ici. Alors, essayons là-dedans, à partir de là, de sortir V0, en fait. Alors, déjà, on voit que la masse de l'astre, du satellite, excusez-moi, le petit m, apparaît dans les deux membres, à gauche et à droite. Donc, on peut le simplifier. On peut diviser par m. De toute façon, la masse du satellite, elle ne peut pas être égale à 0, donc on peut diviser par m. Et puis, si on multiplie par r, enfin, vous voyez qu'il y a r carré qui apparaît ici et r ici. Donc, en fait, on peut en simplifier. On peut virer le r carré ici, et puis, du coup, il se simplifie avec le r qu'il y a ici. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste Gm sur R, à gauche, ici, égale V0 carré. Alors, de là, on trouve V0 tout simplement en prenant la racine carrée de tout ça, et on obtient cette expression-là. Alors, cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que pour un satellite de masse petit m, pour que ce satellite adopte et garde une trajectoire circulaire de rayon petit r autour d'un astre de masse grand M, eh bien, il faut que ce satellite ait une vitesse V0 qui est donnée par cette expression-là. Cette vitesse V0, c'est ce qu'on appelle la vitesse orbitale, ou aussi la vitesse de satellisation. Vitesse orbitale, mettons. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la vitesse orbitale, comme vous pouvez le voir, elle ne dépend que de la masse de l'astre, du grand M ici, et de la trajectoire, c'est-à-dire du rayon en fait. Elle ne dépend pas de la masse du satellite. C'est-à-dire que si c'est la Lune ou si c'est n'importe quel autre satellite qui se trouve à la même distance, c'est exactement la même chose. Ils doivent avoir la même vitesse. Donc, premier résultat intéressant que vous allez pouvoir utiliser dans quelques exercices dans lesquels on fait intervenir justement ces deux choses, trois en réalité, la deuxième loi de Newton avec le MCU, mouvement circulaire uniforme, et la force de gravitation qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre. Alors maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, parce que lorsqu'on a, je vais m'arrêter ici, voilà. Lorsqu'on a un mouvement circulaire uniforme, la vitesse, elle est donnée par quoi? La vitesse, c'est la distance divisée par le temps.
admettons que la distance, ce soit le tour complet, c'est-à-dire le périmètre. Le périmètre, c'est 2π fois le rayon du cercle, 2πr. Et donc, le temps pour faire le tour complet, c'est ce qu'on appelle la période, et qu'on note avec la lettre T majuscule. Donc, on a cette relation ici, V0 égale 2πr sur T, où T, c'est ce qu'on appelle la période du satellite, le temps pour faire un tour complet. Alors maintenant, on va pouvoir faire apparaître une relation intéressante à partir de là. L'idée, c'est d'égaler en fait ces deux formules, en fait, hein, puisqu'on a d'une part V0 égale racine de Gm sur R, et puis d'autre part, V0 égale 2πr sur T. Alors, pour faire ce calcul, je vais prendre une nouvelle page, et puis je vais le faire à blanc. Donc, je récapitule, la vitesse de satellisation qui est donnée par V0 égale racine de Gm sur R. Et puis d'autre part, on a du mouvement circulaire uniforme, V0 égale 2πr sur la période. Donc l'idée, c'est d'égaler tout ça. Donc on aura à gauche racine de Gm sur R, et puis ça doit être égal à l'expression à droite, 2π fois petit r sur T. Alors maintenant, je vais tout écrire en bleu, hein. Je mets tout ça au carré, à gauche et à droite. Donc, ce qui est à gauche au carré, la racine, elle va tomber. Il va rester Gm sur R. Et puis à droite, ça va être égal à 2πr au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Pi au carré, ça fait pi carré. Et puis r au carré, ça fait r carré. Et on divise par t au carré. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous propose de faire fois t carré à gauche, à droite. Donc j'aurai t carré fois Gm sur R à gauche égale, et bien là le t carré il va partir, hein, donc ça va être égal à 4π carré fois R carré. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je divise par R carré. Alors j'obtiens ici t carré fois Gm sur, alors là il y avait déjà R, puis en plus je divise par R carré, donc ça fait diviser par R cube en réalité. Et donc tout ça, ça va être égal à, il n'y a plus de R carré puisqu'on a divisé par R carré, donc ça va être égal à 4π carré. Alors maintenant je vais reprendre le calcul sur la partie ici, sur la partie droite de ma page. Donc j'en suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, à ce stade, je divise par Gm, ce terme-là. Il va rester quoi? À gauche, il va rester t carré sur r cube. Donc j'aurai t carré sur r au cube, qui sera égal à 4π carré, c'est-à-dire le terme qu'il y a ici, et comme on a divisé par Gm, ici, donc on divise par Gm. Alors, cette relation, peut-être qu'elle vous fait penser à quelque chose. Cette relation, en fait, c'est la troisième loi de, ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, dans votre... on est ici. Voilà, dans votre cours, elle se trouve ici, on la voit là, t carré sur r cube égale 4π sur g fois grand R. Alors là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit, c'est la troisième loi de Kepler. Alors, qu'est-ce qui est intéressant déjà? C'est que dans la partie droite, eh bien, pour un astre donné, si par exemple vous considérez la Terre, bon, 4π carré, c'est une constante. G, c'est une constante. Et si maintenant on considère la Terre avec plusieurs satellites qui tournent autour, eh bien, la masse, c'est une constante, puisque c'est la masse de la Terre. Donc, en fait, toute cette partie-là, c'est égal à une constante. Donc, le résultat de ce qu'on a obtenu, je vais l'écrire ici, c'est que t carré sur r cube est égal à une constante pour un astre donné. Attention, il s'agit de vraiment pour un astre donné.
donc pour une certaine masse grand M donnée. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous avez par exemple un satellite qui se trouve voilà, plus loin qu'un autre satellite de la Terre, son rayon sera plus grand puisqu'il est plus loin. Et donc, du coup, la période va devoir s'adapter en respectant ce rapport. T carré sur R cube est égal à une constante. Alors, je vous disais, ça, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, je dirais aux alentours du mois de septembre, peut-être octobre, on a fait un TP, mais je ne peux rien vous présenter ici parce que je n'ai rien de numérisé en fait. Donc, je suis obligé de faire appel à votre mémoire. Mais je vous avais présenté, par exemple, dans le cadre de ce TP, la méthode dite du jardinier, où on plante deux piquets en quelque sorte, et puis ça nous permet de dessiner une ellipse. Je vous avais expliqué comment dessiner une ellipse. Et puis, ensuite, je vous avais donné des feuilles à 3, je crois, avec des trajectoires elliptiques sous forme de points, en fait, d'un satellite. Et puis, donc, vous aviez des mesures à faire de manière à vérifier la première loi de Kepler, LDK, loi de Kepler, puis la deuxième, et puis finalement la troisième. Et la troisième, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous aviez dû faire pour la troisième? Vous aviez dû vous joindre à un autre groupe, et pour chacun des groupes, vous aviez dû déterminer, là je vais de nouveau prendre une page blanche, voilà. Pour chacun des groupes, donc vous aviez par exemple, un groupe avait le satellite, satellite c'est 2 L, ouais, satellite, voilà, disons numéro 1. Et donc vous aviez mesuré deux choses. Vous avez mesuré A1, qui est ce qu'on appelle le demi-grand axe. Pardon, ça il n'y a pas, hop, demi grand axe, voilà, demi-grand axe. Donc sur une ellipse, c'est ça en fait, c'est la longueur A, c'est ça en fait. Donc A1 puisqu'il s'agit du satellite 1. Et puis vous avez dû mesurer aussi T1 qui était la période pour faire un tour complet. Et puis moi je vous avais dit, vous allez trouver des camarades et puis ces camarades, eux, ils ont un autre satellite. Et donc, admettons que ce soit le satellite numéro 2. Et eux, ils avaient aussi dû faire les mesures, mais cette fois A2 et T2. Et puis moi, ce que je vous avais demandé de vérifier, c'était en fait de vérifier que si vous faisiez T1 sur T2 au carré, eh bien, ça devait être égal à A1 sur A2 au cube. Et ça, c'était la vérification de la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi des airs, si je me rappelle bien. Un truc comme ça. Bon, là, le deuxième nom, je ne suis pas tout à fait sûr, donc je vais l'effacer au cas où je me gourre. Voilà, troisième loi de Kepler. Eh bien, si vous regardez ça, qu'est-ce qu'on a? Si vous développez, eh bien, vous avez T1 carré sur T2 carré égale A1 cube sur A2 au cube. Alors maintenant, faites fois A2 au cube. Vous avez donc, ça va donner T1 carré fois A2 au cube sur T2 carré égale A1 au cube. Ouais. Et maintenant, si vous... ouais, on va continuer. Si vous faites diviser par... non, pardon, pas diviser, fois, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Donc, vous multipliez maintenant par... non, je vais y arriver, pardon. Vous divisez par T1 carré, voilà. Divisé par T1 carré. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez A2 au cube sur T2 carré, c'est ce qu'il y a ici. Eh bien ça va être égal à A1 au cube
sur, justement, on a divisé par T1 carré sur T1 carré. Donc, vous voyez qu'on obtient ce rapport qui n'est pas tout à fait identique, hein, c'est l'inverse en fait, mais maintenant on peut inverser les choses. Et puis, donc, du coup, si on a cette équation qui est respectée et qu'on inverse à droite et à gauche le dénominateur et le numérateur, eh bien, on obtient, je vais effacer tout ce qu'il y a ici, on obtient justement l'expression que vous avez dans votre cours et qu'on a obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire ici, si on inverse, on aura donc, au lieu d'avoir T1 carré sous la barre, on le met en haut, donc T1 carré, sur A1 au cube, voilà, et ça c'est égal à la même chose de l'autre côté, on inverse aussi, c'est-à-dire T2 carré sur A2 au cube. Donc en fait, vous voyez que le rapport T sur A, enfin T carré sur A au cube, mais en fait, c'est le même pour le satellite 1 que pour le satellite 2, que pour le satellite 3, etc. etc. Donc, c'est en fait une constante, puisque le point commun de tous ces satellites, c'est qu'ils tournaient tous autour de la même planète. C'était ça l'idée, hein, dans l'occurrence. Puis la planète, d'après ce qu'on avait utilisé, on avait considéré que c'était la Terre, et puis les satellites, c'était des satellites artificiels. Donc, vous aviez démontré cette loi. Et donc, cette loi, on la retrouve hein, en quelque sorte dans notre cours ici. Mais ici, il n'y a plus de A. Pourquoi il n'y a plus de A? Parce qu'en fait, A, c'est le demi-grand axe. Quand on a un cercle, eh bien, A, c'est égal à R, en fait. C'est le rayon du cercle, d'où le R qu'il y a ici. Alors, il est écrit ici une phrase hein, que je vais vous souligner. Nous verrons plus tard la généralisation de cette loi aux orbites elliptiques. Alors, je ne sais pas si vraiment on va le voir plus tard, mais en tout cas, c'est plus tard dans le polycopier. Peut-être qu'on va quand même devoir laisser tomber cette partie hein, à cause de ce qui s'est passé cette année. On a un petit peu de retard, donc ce n'est pas dit qu'on le fasse, mais si jamais ça vous intéresse, ça se trouve, c'est un chapitre qui est dédié aux lois de Kepler. Voilà, c'est le chapitre 14. Voilà. Donc, ça, c'est l'objet du chapitre 14 du polycopier. Je ne vous dis pas d'aller regarder. Hein. Bon, après, vous êtes libre hein, de faire ce que vous voulez, mais si jamais, c'est là-bas que ça se passe. Alors, dernière remarque et conclusion de cette loi, c'est que cette loi montre la relation entre la période et le rayon, et elle montre que cette relation ici, elle ne dépend quoi? Elle ne dépend que de la masse de l'astre, et donc pas de la masse du satellite. Peu importe que ce soit la Lune, que ce soit un satellite de télécommunication ou de télévision ou militaire ou quoi que ce soit. Donc elle ne dépend que de la masse du corps attracteur, c'est-à-dire ce qu'on a appelé grand M, quel que soit le rayon le rayon de la trajectoire circulaire autour de cet astre. Alors, je vais conclure cette présentation avec quelques petites remarques, mais très rapides, concernant la figure que vous avez en bas de la page 56 et que je crois avoir agrandi un petit peu ici. Voilà, bon, pas grand-chose. Donc, imaginons que vous avez la Terre ici et que vous avez donc un satellite, un objet qui a une masse petit m et qui se trouve, cet objet, à une certaine distance petit r du centre de la Terre. On lui donne une certaine vitesse, qui n'est pas forcément la vitesse de satellisation, c'est une vitesse. Donc, je vais la dessiner en, disons, vert, cette vitesse. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, si la vraie vitesse du satellite est plus petite que la vitesse de satellisation. Ben en fait, qu'est-ce qu'il va faire, ce satellite? Il va pas avoir assez de vitesse pour adopter la trajectoire circulaire. Et comme la vitesse elle est trop faible, eh bien en fait, il va commencer à tourner, mais il va être tellement attiré par la Terre qu'il va s'effondrer dessus. Il va s'écrouler dessus et puis il va tomber sur la Terre. Ça, c'est si la vitesse est trop petite. C'est ce qu'il y a ici. Si maintenant la vitesse, je vais le faire en jaune, si maintenant la vitesse elle est égale à la vitesse de satellisation, vitesse égale V0, alors dans ce cas-là, il va adopter une trajectoire circulaire autour de la Terre, en l'occurrence ici,
et puis il va se mettre à tourner indéfiniment en adoptant une trajectoire qui est un cercle. Ça, c'est si v égale v0. Si maintenant la vitesse, on va la faire en rose, mettons, voilà, admettons que la vraie vitesse, elle soit légèrement supérieure à la vitesse de satellisation. Légèrement supérieure. Mais du coup, comme elle n'est pas égale à la vitesse de satellisation, elle ne va pas suivre une trajectoire circulaire. Donc en fait, ici, au lieu d'être attirée comme la trajectoire jaune, puis de revenir vers la Terre, comme elle va un peu trop vite, elle va s'en éloigner. Mais elle n'a pas assez de vitesse, en l'occurrence, pour s'échapper complètement de l'attraction terrestre. Donc en fait, elle va quand même revenir et elle va adopter une trajectoire en forme d'ellipse. Donc évidemment, cette vitesse v, elle ne va pas rester tout le temps la même le long de la trajectoire rose. Il y aura un moment où, vous voyez ici, elle est à ce stade-là, vu qu'elle est relativement proche de la Terre, elle est un peu trop grande, donc c'est pour ça qu'elle va plus loin. Mais en allant plus loin, elle diminue, puis en diminuant, du coup, le satellite devient de plus en plus attiré par la Terre, puisqu'il a moins de vitesse, donc il peut revenir en fait. Et c'est pour ça qu'on a une trajectoire elliptique, une ellipse, si la vitesse est légèrement plus grande que v0. Puis après, il y a deux cas de figure sur lesquels je ne vais pas polémiquer, ce qui sont les cas de figure où la vitesse du satellite, elle est beaucoup plus grande que la vitesse de satellisation. Alors dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit elle part et puis elle va quitter l'attraction terrestre en suivant une forme de parabole, mais elle ne va jamais revenir. Ou alors, si c'est encore plus grand, eh bien, elle va suivre une trajectoire en forme d'hyperbole. Et là aussi, elle ne va jamais revenir dans le champ de gravitation de la Terre. La réalité, comme vous le savez probablement, vu qu'on a étudié les lois de Kepler, c'est la trajectoire rose, puisque donc une trajectoire circulaire, ça sous-entend que la vitesse, elle est tout le temps égale à la vitesse de satellisation. Donc ça, c'est évidemment très, très difficile, voire impossible à obtenir. Donc le plus réaliste, c'est d'obtenir une vitesse qui soit à cet endroit-là légèrement plus grande que la vitesse de satellisation. Et puis cette vraie vitesse, elle va varier, on va dire, autour de la vitesse de satellisation, de sorte que la trajectoire, finalement, soit une ellipse. Et tous les satellites qui tournent autour de la Terre, en réalité, tournent avec une trajectoire en forme d'ellipse. Mais il y en a beaucoup qui ont une trajectoire en forme d'ellipse qui est très, très, très proche d'une trajectoire circulaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce chapitre, parce que quand la trajectoire est très proche d'une trajectoire circulaire, eh bien, dans ce cas-là, on peut utiliser le genre de théorie qu'on a vu, c'est-à-dire utiliser le mouvement circulaire uniforme pour décrire justement la cinématique du satellite. Et c'est ce que vous allez devoir faire d'ailleurs dans les exercices, le reste des exercices de la série 10 sur la gravitation, puisque donc dans ces exercices qui restent, eh bien, il y aura le genre de choses qu'on a fait dans ce chapitre, c'est-à-dire, encore une fois, combiner la deuxième loi de Newton avec la force de gravitation et le mouvement circulaire uniforme. Voilà pour ce chapitre 9.3.